Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Et cette semaine, vous en avez été forcément mis au courant, la situation en Israël et en Iran n'est pas vraiment géniale. En conséquence, comme toujours lorsqu'il y a des conflits du genre, les marchés financiers ont été impactés et les mouvements dont on a témoigné ont permis de constater que le Bitcoin n'est toujours pas considéré comme valeur refuge en cas de crise majeure. Lorsque les missiles ont commencé à tomber, les prix du S&P 500 et du Bitcoin ont baissé, contrairement à celui de l'or qui est monté en flèche en même temps que celui du pétrole. Cette différence de traitement n'est qu'un petit indice parmi d'autres, mais c'est un indice qui prouve malheureusement que la crypto est encore en 2025 un actif spéculatif avant tout. Alors on peut se poser la question, quand est-ce que ça va changer ? Puis on pourra en discuter en commentaire si vous le souhaitez. Pour ma part, je parie sur le temps long, et certaines crises futures en particulier. Non seulement il faudrait que la crypto ait encore 20 ou 30 ans de plus d'existence continue sans trop de problèmes pour prouver au grand public qu'elle ne disparaîtra pas de sitôt, mais en plus il faudrait qu'on subisse des crises majeures comme celle qui arrivera le jour où le système financier mondial s'écroulera sous le poids de la dette. Et il faudrait que certaines personnes puissent échapper à l'essentiel des conséquences de ces crises grâce à la crypto. Parce que malheureusement, beaucoup de gens ont besoin de confronter personnellement leurs idées au réel avant de pouvoir changer d'avis. Mais apparemment, il y en a qui sont beaucoup plus optimistes sur le sujet, comme le PDG de Bitwise, une société créatrice de produits financiers tournant autour de la crypto. D'après lui, lorsque Bitcoin dépassera 130 000 à 150 000 $, plus personne n'en vendra parce que ceux qui vendent aujourd'hui seraient des individus qui en ont acquis beaucoup à des prix très faibles il y a longtemps. Une idée qui me semble quelque peu farfelue dans l'absolu, mais qui pourrait pourtant se vérifier brièvement si le prix du Bitcoin dépasse bien ce seuil. Car à ce moment, on entrerait peut-être dans une période de bulle hyper euphorique comparable à celle de 2017, au cours de laquelle, effectivement, il y aurait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Comme il dit, il n'y aurait pas assez de Bitcoin et le prix monterait beaucoup. Évidemment, ça ne durerait que jusqu'à ce que le vent tourne et que tout le monde s'empresse de vendre. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que ce marché haussier infini dont rêve M. Horsley dépend aussi de la confiance que le public accorde au Bitcoin. Car cette confiance ne peut pas seulement se renforcer avec le temps, comme dans le scénario de crise que j'ai évoqué. Elle peut également s'évaporer totalement si le Bitcoin venait notamment à perdre l'une de ses caractéristiques essentielles. On avait parlé récemment de la sécurité avec l'épée de Damoclès quantique qui deviendra peut-être crédible dans une dizaine d'années, mais il faut savoir que la décentralisation est aussi en danger. D'une part parce que l'existence des méga fermes de minage conduit les mineurs indépendants à perdre la majorité de leur influence sur le réseau, et d'autre part parce que l'arrivée des institutionnels dans la crypto n'a pas que des effets positifs. C'est en effet le constat réalisé par Coinbase dans un rapport publié cette semaine. Alors qu'ils indiquent avoir des attentes très positives pour la deuxième moitié de 2025, les auteurs de ce rapport indiquent que l'augmentation du nombre de produits financiers basés sur la crypto mène à l'augmentation, quelques années plus tard, d'un risque de cascade de liquidation accrue. Ceci parce qu'une grande quantité de ces produits financiers sont des obligations convertibles qui ont une date d'échéance vers 2029 ou 2030. En outre, si l'une de ces sociétés avait des difficultés financières, elle serait menée à vendre immédiatement les actifs sous-jacents, ce qui va faire baisser le prix puisqu'elles détiennent de grandes quantités de cryptoactifs. Cette analyse va d'ailleurs de pair avec un autre rapport récent publié par Gemini et Glassnode. Celui-ci indique en effet que les 216 entités centralisées qu'ils ont étudiées, c'est-à-dire des plateformes d'échange, gouvernements, des ETF, des fonds d'investissement, disposent aujourd'hui de plus de 30,9% des bitcoins en circulation. Le pourcentage de bitcoins détenus par ces entités ne cesse d'augmenter, il a été multiplié par 10 en 10 ans. Et plus la concentration en un petit nombre de mains augmente, plus les risques systémiques mentionnés par l'équipe de Coinbase deviennent probables. Concrètement, on peut voir par ailleurs que les institutionnels n'ont pas fini d'intégrer la crypto à leur service. Dans un autre rapport publié par Coinbase ce mardi, basé sur des sondages réalisés auprès de cadres de sociétés Fortune 500 ainsi que d'autres sociétés plus modestes, on apprend notamment que le nombre de PME qui utilisent la crypto a doublé depuis l'année dernière puisqu'il est désormais de 34% au lieu de 17%. Et c'est encore mieux pour les monnaies stables qui sont présentes chez 18% des PME en 2025 au lieu de 8% en 2024. Enfin, chez les grandes sociétés, 60% ont des projets liés à la crypto et 84% utilisent déjà les monnaies stables ou souhaitent le faire prochainement. Un des exemples les plus récents, c'est celui de Shopify qui accepte depuis jeudi le paiement en USDC sur le réseau Base grâce à un partenariat avec Coinbase et Stripe. Et pour ceux qui l'ignorent, sachez qu'il existe actuellement plus de 5,5 millions de sites internet construits avec Shopify. Toutefois, il existe encore certaines sociétés qui, malgré leur intérêt pour la crypto, s'abstiennent de s'en servir. Et le rapport de Coinbase permet également de comprendre une partie de leur motivation. Notamment, il est indiqué que pour 90% des cadres des sociétés Fortune 500, une clarification des lois américaines sur la crypto et le Web3 est nécessaire pour supporter l'innovation. Sous-entendu, ils préfèrent avoir un cadre légal solide avant de s'en servir. Or, du côté des lois, il va justement y avoir des progrès dans les jours à venir, particulièrement sur les monnaies stables. Le projet de loi Genius, qui les concerne directement, a passé cette semaine un vote de procédure au Sénat américain et il fera donc l'objet dans 2 jours d'un deuxième vote, toujours par le Sénat.
Et si ce deuxième vote a un résultat positif, le texte sera renvoyé vers la Chambre des représentants pour un vote final. C'est le mécanisme classique de la navette parlementaire qu'on a aussi en France. Cependant, en ce qui concerne l'autre projet de loi états-unien du moment, le Clarity Act, il semblerait qu'il n'ait pas réussi à convaincre suffisamment de législateurs, en partie à cause des tensions politiques autour de Trump et sa famille en ce moment. Il risque donc de finir à la poubelle. Le projet, pas la famille Trump. Ensuite, du côté de la France, il est aussi question de réglementation, mais celle que l'on doit créer serait destinée à combattre les vagues de kidnapping récents. L'idée est simple, on peut supprimer les adresses des entrepreneurs sur tous les sites qui affichent les données des entreprises pour éviter que les criminels puissent savoir où on habite. Pas de chance, ça a beau être simple et relativement utile au vu de l'effort demandé, ça ne résout pourtant qu'un dixième du problème. Dans une société où le danger rôde partout pour les malheureux qui ont acheté un peu trop de bitcoin, la moindre sortie en public peut s'avérer fatale, surtout quand ils vont par exemple participer à des conférences où leur présence est connue d'avance. Les imbéciles qui sont prêts à torturer quelqu'un pour 3000 € risquent d'être moyennement découragés par cette mesure. Enfin, pour terminer les actus de la semaine, nous avons également appris que Javier Milei, président de l'Argentine mis en cause dans l'affaire Libra, a été innocenté par l'office anticorruption de son pays. D'après une logique qui me laisse pantois, étant donné qu'il était pourtant toujours président lorsqu'il a tweeté, cet office anticorruption a déclaré que le tweet de Milei était un acte de communication individuelle et purement individuelle, parce que le président n'a jamais pris de mesures officielles sur le sujet. Par conséquent, il n'a pas violé la loi argentinienne sur l'éthique pendant l'exercice des fonctions publiques, et c'est la fin de l'histoire. Ou en tout cas, c'est la fin de l'histoire a priori en Argentine, puisqu'il y a malgré tout des procédures en cours à l'étranger qui sont encore ouvertes, et notamment aux États-Unis. Maintenant qu'il est temps de partir, je vous rappelle juste que le Journal du Coin met à votre disposition un canal Telegram d'information en direct 24h sur 24, 7 jours sur 7, et que le lien est disponible dans la description comme toujours. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt!